Alors, bienvenue dans ce screencasting pour le dossier 1.3 dans votre manuel, l'aménagement des villes patrimoniales. C'est sur les pages 51 et 52. Alors, je rappelle que cette leçon va répondre à l'objectif 3 du guide d'études, décrire les installations spécifiques à une ville patrimoniale. On va aussi toucher un peu sur l'objectif 4 parce qu'on va parler un peu des désavantages du tourisme dans une ville patrimoniale. Alors, il y a deux questions clés ici. C'est comment est-ce qu'on protège une ville patrimoniale et quels sont les impacts du tourisme sur ces villes? Alors, pour répondre à ces questions, on va commencer à regarder la matière, donc tourner à une nouvelle page dans ton cahier de notes et inscrire la date d'aujourd'hui et commençons. Donc, le titre, encore une fois, l'aménagement des villes patrimoniales. Donc, l'aménagement d'une ville patrimoniale a pour but de la protection du patrimoine bâti. Donc, on va assurer la conservation du patrimoine, c'est-à-dire on va garder le patrimoine que nous avons en bon état. On va aussi restaurer ou faire la restauration du patrimoine, c'est-à-dire on va le remettre à nouveau, on va faire des réparations. On veut également encourager le tourisme. Pourquoi? Ben, les touristes amènent de l'argent. Et donc, l'argent peut être utile pour conserver le patrimoine, mais aussi pour payer d'autres choses dans la ville. On doit aussi assurer qu'on respecte les besoins des résidents. Il y a des gens qui habitent dans ces villes-là et ces résidents ont leurs propres besoins qui parfois sont en conflit avec les besoins des touristes. Et donc, une chose importante, c'est d'assurer l'équilibre entre les besoins des touristes et des résidents dans les villes patrimoniales. Donc, il y a quelques contraintes liées à la conservation d'une ville patrimoniale. D'abord, il faut faire des recherches archéologiques avant de faire la construction. Souvent, quand on fait de la construction, on doit aller dans la terre, on doit fouiller dans la terre. Par exemple, ici, dans cette école qui était anciennement une église dans la ville de Leicester en Angleterre, on faisait la construction de nouveaux stationnements. Mais on a dû faire des fouilles archéologiques, des recherches archéologiques avant de construire le stationnement. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le corps du roi Richard III d'Angleterre. Donc, on savait que Richard III était mort dans les années 1200 à peu près, mais on n'a jamais trouvé son corps. Mais son corps était sous le stationnement de cette école. C'était là pendant des siècles. Donc, à cause de ces recherches archéologiques, on trouve parfois des choses super intéressantes. Voilà. On veut également, quand on conserve le patrimoine, on va garder le caractère patrimonial. Donc, encore une fois, je vais montrer une image. Je vais montrer une image de la place royale dans la ville de Québec. Donc, avant sa restauration, on voit que, bon, c'était dans un piètre état. On aurait pu juste enlever les anciens bâtiments puis mettre des bâtiments modernes, mais parce qu'on voulait conserver et restaurer le patrimoine de la ville de Québec, on a fait exprès de choisir des matériaux comme la pierre, les formes et les styles architecturaux qui allaient avec l'époque de l'ancienne ville de Québec. Donc, on voulait garder l'allure de la ville comme elle était à l'époque. Finalement, oui, on veut garder l'aspect patrimonial, mais on veut aussi avoir un peu de modernité, c'est-à-dire on veut quand même avoir de l'électricité, de la plomberie et des choses comme ça dans nos bâtiments. Donc, c'est une contrainte extra d'assurer ces services modernes, toujours dans l'aspect historique. Donc, c'est une contrainte extra liée à faire de la construction dans une ville patrimoniale. Ces contraintes, ben, ce sont des contraintes parce qu'elles ne sont pas faciles à faire. Ces contraintes coûtent cher, donc ça prend de l'argent de faire des restaurations comme il faut. Ça exige des ressources en temps, en matière. Ça exige des travailleurs. C'est toujours plus difficile de faire une restauration patrimoniale, de faire juste une nouvelle construction. Et souvent, ça dépend de la situation économique et politique dans une ville. C'est-à-dire, si la ville n'a pas assez d'argent, ça se peut que les restaurations vont tomber à côté. Il faut aussi avoir la volonté de la ville, la volonté politique
pour assurer ces restaurations. Ce n'est pas toutes les villes dans le monde qui veulent entamer de telles constructions. C'est long et c'est ardu parfois de faire de telles restaurations. Maintenant, parlons un peu des ennuis pour les résidents et quels sont les aménagements qu'on peut faire pour répondre à ces ennuis. Donc, un ennui qui peut arriver pour les résidents dans une ville patrimoniale, c'est que le tourisme amène beaucoup de gens et donc on parle d'une population dense. Il y a plein de résidents, mais on ajoute aux résidents aussi les touristes qui viennent visiter. Ça fait beaucoup de monde dans un petit espace. Donc, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de circulation et ça cause des ennuis pour les gens qui habitent dans ce secteur-là. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir répondre à ces problèmes-là. On peut avoir, par exemple, une campagne de sensibilisation contre le bruit. J'ai un exemple ici venant de Montréal. Donc, peut-être vous avez déjà vu ça au centre-ville. Ça dit « La nuit, le bruit nuit ». Donc, en sortant, surtout, c'est dans des endroits où on a des restaurants et des bars, en sortant la nuit, ces panneaux rappellent tout simplement que, bon, il faut garder ça un peu tranquille parce qu'il y a des gens qui dorment et qui habitent autour, c'est tout. On peut limiter la circulation, donc pour faire en sorte qu'il y ait moins d'autos et moins de véhicules. Pour assurer que les gens qui habitent puissent stationner, alors on peut avoir des stationnements réservés juste pour les résidents avec des vignettes ou des billets spéciaux. On peut limiter l'accès à ces centres touristiques aux autobus touristiques, des grands autobus qui prennent beaucoup de place. Et finalement, on peut installer des rues piétonnières, c'est-à-dire une rue sur laquelle on n'a pas de trafic et juste les gens qui marchent. Ici, c'est une rue piétonnière à Montréal, c'est la rue Sainte-Catherine. L'hiver, elle est normalement ouverte au trafic, mais l'été, on ferme une partie de la rue Sainte-Catherine et on laisse les gens marcher dans la rue. Et on voit ici sur les côtés les terrasses pour les bars et les restos où les gens peuvent prendre une bière, prendre un repas. Et donc, ça fait convivial et aussi ça répond aux besoins des résidents de vivre dans un milieu un peu plus tranquille. Il y a aussi l'ennui d'une absence de commerce de proximité. C'est quoi un commerce de proximité? C'est tous les commerces dont on a besoin au jour le jour. On a besoin de l'épicerie, on a besoin de pharmacie, on a besoin des choses comme ça. Donc, quand on est dans un centre touristique, souvent, ces commerces sont remplacés par des boutiques de souvenirs et des restos haut de gamme. Donc, ça fait en sorte que les gens qui habitent dans le coin n'ont nulle part pour acheter leur épicerie, par exemple. La ville peut répondre, par exemple, en faisant un zonage, c'est-à-dire de dire que les commerces touristiques sont limités. Tu n'as pas le droit de construire une boutique de souvenirs quand il y a déjà 5 autres, pas le droit de construire un autre hôtel quand il y a déjà tant d'autres. Et on peut avoir des zonages qui encouragent les commerces de proximité. Donc, comme ça, la ville peut dire, ben ici, on a besoin de plus de ci et moins de ça, et la ville va laisser construire plus de ci et moins de ça. Dernière chose, les prix élevés. Pourquoi y a-t-il des prix élevés dans un centre touristique? Bien, souvent, les touristes ont plus d'argent à dépenser. Donc, ils peuvent dépenser plus dans les restos, ils peuvent dépenser plus dans les magasins. Ça fait en sorte que les prix montent et montent. Et souvent, les prix montent au-delà de ce que les résidents peuvent aborder. Et j'ai mis ici comment répondre avec des points d'interrogation parce que, bon, c'est le marché ouvert. Un resto peut mettre le prix qu'il veut, un magasin peut mettre le prix qu'il veut. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Finalement, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça, à part assurer un contrôle de prix, ce qui n'est pas facile. Mais je peux aussi dire que souvent, les personnes qui habitent dans le quartier connaissent les endroits à aller pour chercher les bons prix. Souvent, ils vont aller dans leur commerce à eux et les restos et les hôtels vont rester juste pour les touristes. On va terminer en parlant de comment les villes peuvent mettre des aménagements pour les touristes. Donc, pour répondre à leurs besoins en particulier, bien souvent, les touristes ont besoin d'informations. Donc, on met des guichets d'information où les gens peuvent poser des questions. On peut aussi mettre des panneaux d'information et la signalisation, c'est-à-dire juste des affiches ou des panneaux qui donnent une carte du quartier, qui donnent des directions, qui démontrent où aller pour chercher quel service. Je vous donne un exemple ici, toujours venant de Montréal. Ici, on voit un panneau qui signalise des endroits touristiques dans le Vieux-Montréal. On voit que ça s'appelle Cité Mémoire, donc ça parle de l'histoire de la ville de Montréal. Mais chose intéressante, ça ne se voit pas super bien ici, mais sur le panneau,
il y a au moins 4 langues. Il y a toujours anglais et français et souvent on voit l'espagnol et le chinois parce que ce sont deux grands groupes de touristes qui viennent souvent à Montréal, les gens qui parlent espagnol et les gens qui parlent chinois. Finalement, on peut aussi assurer des transports qui sont adaptés pour les besoins des touristes. Donc, les autobus que les résidents utilisent sont différents que les autobus que les touristes vont utiliser. Et encore une fois, je vous donne un exemple venant de Montréal. On a à Montréal maintenant l'autobus 747 qui va du centre-ville à l'aéroport. Ce n'est pas souvent qu'un résident va utiliser cet autobus, c'est plutôt pour les touristes. Puis c'est pas toujours qu'on avait ça. Ça fait juste 5-6 ans qu'on a ça. Avant, on n'avait pas d'autobus qui allait du centre-ville à l'aéroport. C'est quelque chose qui manquait cruellement. Donc, ça termine notre survol du dossier 1.3. Donc, vous êtes maintenant capable de faire vos exercices pour la section, mais juste pour résumer, on veut conserver le patrimoine parce que c'est une richesse culturelle, mais ce n'est pas la seule raison de conserver le patrimoine. On veut aussi encourager le tourisme parce que ça nous ramène de l'argent dans nos villes patrimoniales. En même temps, on doit respecter les besoins des les résidents qui peuvent être parfois fracassés par les touristes et le bruit et la circulation qui viennent avec le tourisme. Donc, on peut dire que les aménagements nécessaires pour répondre aux besoins des résidents et aux besoins des touristes coûtent cher, c'est vrai, mais elles ramènent des avantages économiques et culturels, donc ça vaut la peine d'investir dans ces aménagements. Alors, c'est maintenant le temps de commencer vos exercices. Bon travail et à la prochaine dossier.